Et le super carburant, on le vend, notamment aux États-Unis, parce qu'eux, ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas passés au gazole. Pour une raison toute simple, c'est que quand on distille une tonne de pétrole, eh ben, il sort une certaine quantité de très lourd en bas, c'est les braises, c'est les bitumes, et puis plus haut on a les fuels, le lourd, et puis après on a le gazole, et puis après on a l'essence, et puis après on a les gaz. Donc la quantité, elle se définit par le volume qu'on entre dans la colonne. Donc en France, avec l'augmentation de la consommation de gazole, eh ben, on est obligé d'en acheter à l'extérieur, par rapport à ce qu'on rapide chez nous. Il faut savoir une chose, et c'est très simple, c'est précis, pourquoi le gazole a fait fortune en France et a ce succès. Eh bien, ce sont tout simplement les lobbies automobiles qui ont trouvé leur compte. Je n'en veux pour preuve qu'un entretien que j'avais eu avec un chargé de mission, je ne sais plus quoi, qui accompagnait Gérard Larcher, qui est aujourd'hui président du Sénat, et qui était à l'époque ministre, je crois que c'est le ministre du Travail, et puis il avait rencontré les syndicats WAV, et on avait abordé ça, parce qu'il y avait les syndicats des salariés des raffineries. Et la personne qui accompagne le ministre me dit « Mais vous avez raison, c'est une aberration. Ça n'a pas de sens de brûler du gazole dans les voitures particulières. » Alors la question était justement, et puis ça nous concerne, parce qu'on a parlé fiscalité tout à l'heure, pourquoi la fiscalité sur le carburant diesel est plus basse que l'essence? Ça n'a aucun sens. Il y a une seule raison pour laquelle ça a perduré, mais vous avez constaté que ça commence, c'est le début de la fin maintenant. Il y a une seule raison pour laquelle ça a perduré, c'est parce que les pouvoirs publics n'arrivaient pas à trouver une solution pour maintenir un avantage sur l'usage professionnel, que sont les transporteurs routiers, que sont les camionnettes, que sont les gens qui travaillent sur la route, par rapport aux particuliers. Voilà le problème. Maintenant, juste un dernier mot sur la voiture électrique. C'est une opinion personnelle, mais je considère, pour rester poli, que c'est une aberration notoire, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a eu, je crois, l'EDF avait une pub avec ça, avec le gamin qui jouait de la guitare, et puis son train, c'était un train nucléaire, avec une guitare nucléaire. Parce que la voiture électrique aujourd'hui, je ne parle pas des hybrides, hein, encore c'est autre chose, si on calcule la rentabilité. Mais la voiture électrique, c'est quoi? Eh bien, c'est du nucléaire, c'est de l'énergie nucléaire aujourd'hui. Et si l'énergie nucléaire, on s'y oppose suffisamment pour la remplacer par autre chose, eh ben, on va voir nos voisins allemands comment ils font. Eh ben, ils font de l'électricité avec du charbon. Alors on tourne en rond avec l'électricité. Pour un usage, pour l'intérêt de l'environnement, c'est complètement bidon. Alors, il faut trouver autre chose. Il faut se dépêcher effectivement de faire. Alors juste un mot sur l'avenir. Il y a quelque chose qui a du mal à sortir parce que les constructeurs automobiles sont un peu frileux, et puis c'est quand même d'eux que ça dépend. C'est la phase suivante, c'est-à-dire l'hydrogène. Alors l'hydrogène, il y a longtemps aussi, on a eu ça dans l'entreprise sous le coude longtemps, parce que pour faire de l'hydrogène, pour faire le carburant, etc., il y avait aussi besoin d'alcool. L'hydrogène, le problème de l'hydrogène, c'est son extrême dangerosité, et on y arrive, c'est une solution qui coûte très cher aujourd'hui, parce que c'est à l'état de recherche, mais la solution de demain, et qui est déjà mise en œuvre, c'est de produire la molécule, pour ne pas dire la goutte d'hydrogène, au moment où on en a besoin, c'est-à-dire ne pas la stocker et ne pas la transvaser. Alors ça, c'est en route. Il y a BMW, pour citer une marque, qui roule avec des voitures hydrogène. Il y a eu des expérimentations faites en France. Mais l'avenir, c'est ça. Alors l'hydrogène, du point de vue pollution, il n'y a pas de truc. C'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Et puis on part de l'eau et puis on sort avec de l'eau. Oui, je voudrais revenir sur le glyphosate et les producteurs bio. Quand on regarde les émissions à la télé, on a l'impression que tout ce qu'on mange, ça nous empoisonne. On mange des OGM, on mange des pesticides, on mange plein de choses qui sont mauvaises. Et si on veut manger sainement, à ce moment-là, ça coûte cher. Donc, comment faire en sorte qu'on puisse s'alimenter sainement avec le pouvoir d'achat qu'on a? Oui, un petit peu en réponse, on est dans un système productiviste à outrance. Et à partir de là, c'est le grand problème. Et la question que vous posez, madame, elle est effectivement là. Si on ne règle pas cette société qui sert au capital toujours, on n'arrivera pas à régler le problème de l'écologie. Le glyphosate, on ne va pas le régler si on ne règle pas ce problème-là. J'entendais hier, au salon de l'agriculture, un agriculteur qui défendait à outrance l'utilisation du glyphosate. Il la défend au nom du productivisme de sa société. Donc on n'y arrivera pas si on ne règle pas cette société qui pousse toujours plus loin, et il ne répond pas aux besoins
des hommes, de l'homme. Voilà la question qui est posée. Et on revient toujours au problème du pouvoir d'achat et des richesses. Où on répartit les richesses? Est-ce qu'on continue à le donner à ceux qui gagnent le plus ou est-ce qu'on se le donne à nous? Voilà la question qui est posée. Merci. Donc on a parlé du glyphosate, on a parlé des... Effectivement. Donc on a parlé de l'agriculture, on a parlé de la mobilité, on a parlé de comment produire, pourquoi produire. Est-ce qu'on a fait le tour de la question écologique? Probablement pas. Est-ce que finalement vous êtes en train de nous dire que l'écologie on en fait tous les jours dans les gestes du quotidien et que plutôt c'est une approche systémique, beaucoup plus globale qui doit pouvoir être portée pour aller faire repenser un système plus vertueux? Le problème, c'est que les gens, je pense que les gens sont prêts à faire des efforts au niveau de l'écologie. Mais on a l'impression à chaque fois qu'on remet l'écologie sur la table que c'est de façon punitive. Donc au bout du compte, les gens n'adhèrent pas spécifiquement. Les gens adhèrent à l'idée, bien évidemment, je veux dire, on est tous conscients qu'on doit améliorer notre monde de façon à tous mieux vivre. Mais le problème, c'est la manière dont c'est posé et surtout les solutions qu'il y a derrière. On ne nous propose aucune solution. On nous punit. Je pense qu'on le ressent tous comme ça. Voilà, c'est ça. C'est une écologie totalement punitive, sans pour autant nous proposer de solutions derrière, en nous disant bon bah maintenant on va faire ça. Voilà. Là, il n'y a rien qui se passe derrière. C'est comme l'électricité, vous parlez plus de l'électricité, c'est bien bon. Pourquoi vous avez sauté toutes les turbines, tu vois? Une proposition d'hydroélectricité? Pourquoi? Ah oui? Pourquoi vous avez tout le monde a fait sauter les centrales électriques? Et à maintenant il n'y en a plus. À quoi ça sert là? À rien. Et là ça coûtait pas un sou. Et ça faisait un emploi ou deux emplois en plus. À nettoyer les grilles. L'énergie de l'eau est gratuite, si j'entends. Est-ce que vous voulez parler qualité de l'eau aussi? On passe au dernier sujet. La dernière thématique qui finalement est un peu l'exemplarité de ce qu'on fait ce soir, hein, c'est une forme de démocratie permettant et facilitant l'initiative citoyenne. Je vous propose peut-être effectivement de développer et de terminer sur cette dernière thématique qui est très large. Là, on va parler. Non, c'est bon. Là, on va parler sur ce qui est de la démocratie. Voilà, sur ce qui est de la démocratie et de la citoyenneté. En tant que gilet jaune de la première heure, moi, ce que je voudrais voir déjà avant tout, c'est cette loi liberticide qu'on nous a sortie récemment, la loi anti-casseurs. Comment est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui que cette loi est faite pour la démocratie en général? Elle est totalement antidémocratique, cette loi. On est en train de nous supprimer notre droit finalement de manifester aujourd'hui en tant que gilet jaune, j'entends bien. Moi je sais que pour connaître certaines personnes, j'ai vu des gens se faire arrêter pour aller, ils n'allaient même pas sur les manifs, hein. Se faire arrêter, fouiller le coffre, un gilet jaune, un casque de chantier, c'est une personne qui allait travailler, qui s'est fait arrêter, qui a été mise en garde à vue pour ne pas aller manifester, alors que c'était pas du tout son but. La personne est restée tout un week-end en garde à vue alors qu'elle allait juste travailler. Voilà.
Donc la démocratie, la citoyenneté, je pense que, à mon sens, ça devient une hérésie totale. Il y a tout à l'heure quelqu'un qui a parlé de dictature, qui a à se demander si on ne tente pas vers une dictature finalement, au bout du compte. La citoyenneté, c'est pareil, la démocratie, ça doit être aussi, encore une fois, exemplaire. On a des gens au gouvernement, enfin je sais pas, moi j'ai énormément de mal avec ces gens que je vois à l'Assemblée nationale qui se disent démocratiques et qui nous privent de notre démocratie tous les jours. Voilà. Le problème majeur, c'est qu'on vit sous le régime, excusez-moi du terme, de la Ve République de 1958. La Constitution de 58, elle a été taillée sur mesure pour un personnage et applique à ces mesures-là, depuis les gens qui prennent le pouvoir. Le problème, c'est que c'est un outil merveilleux pour un instant T. Ça a été un outil utile, je ne commenterai pas ça, mais qui a été demandé par le futur président de la République à ce moment-là, parce qu'il y avait un état d'urgence notamment, il y avait des choses à régler très vite, et c'était ce qu'on peut appeler des pleins pouvoirs. Malheureusement, cet outil-là, il est tombé dans les mains du président actuel, qui en a fait usage bien plus abusif que les prédécesseurs. Et il faut reconnaître, il faut constater, mais tout le monde le sait, au niveau du droit constitutionnel, cet outil-là, il est obsolète, il a vécu. Encore une fois, c'est un costard qui était taillé, pour dire le nom, pour le général de Gaulle. Tout le monde n'a pas les mêmes mensurations. Hein, je parlerai pas